Pardon pour ce petit délai. Il y avait un malentendu et j'espère que vous n'avez pas attrapé du froid. Et nous sommes extrêmement ravis de vous présenter l'artiste David Clark-Booth et Thierry Davila, qui est un très bon connaisseur de l'œuvre de Clark-Booth. Clark-Booth aussi, on est tellement ravis d'avoir sa présence dans l'expo qu'on peut encore voir jusqu'à Pâques. Et je ne vais pas trop dire parce qu'ils vont introduire tous les pensées qu'on peut faire autour de l'œuvre de David. Je veux seulement dire, David Clark-Booth était né à Courtrai, en Belgique, et il habite à Anvers et à Berlin. Et Thierry Davila, il a publié ce important livre sur David Clark-Booth et il travaille au MAMCO à Genève. Il est commissaire d'édition et il est aussi un éminent auteur de textes sur l'art contemporain. Il a publié beaucoup d'autres catalogues et de livres. Voilà, je vous passe le microphone. Merci Bitche pour cette présentation et merci. À vous tous et à vous toutes d'être présents ici ce soir. On va commencer par des considérations générales sur le travail de David, avec des images qui pourraient illustrer ce qu'on va essayer de dire, et puis après on ira vers le spécifique, c'est-à-dire et avec David et avec Bitche et avec d'autres personnes, nous allons analyser, en tout cas évoquer le film que vous pouvez voir ici, dans le cadre de l'exposition sur la vie simple, simplement la vie. Peut-être commencer par le point de départ de ton travail quand tu as une idée. Je lisais ce matin une phrase de toi dans un entretien que tu as eu avec Andreas Fiedler, et tu disais dans cet entretien « Je ne choisis pas l'idée, l'idée me choisit ». Et c'est quand tu as une idée qui te choisit, donc une idée qui te tombe dessus, au fond, que tu commences à travailler. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu ça? C'est-à-dire, comment l'idée te choisit? Est-ce que tu commences, quand tu as une idée, par avoir justement des images qui te font travailler? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu as les deux à la fois, la ressource visuelle et la ressource scripturaire? Comment ça se passe, cette idée qui t'envahit au point qu'elle devient incontestable et que tu mets toute une équipe autour de toi à travailler sur elle? Oui, c'est vrai que parfois le volume de travail ou de travail qui est mis dans une pièce pour aboutir à quelque chose est considérable par rapport à la simplicité et presque à l'accidentel, la façon dans laquelle une idée arrive. Et pendant ces presque 50 ans que j'ai toujours résisté de conceptualiser aussi tant que je pouvais, pour me permettre d'apprendre presque comme un archéologue, quelles étaient vraiment les idées qui m'intéressaient. Donc, laisser venir les idées, c'est une technique ou une stratégie d'un artiste comme un autre, mais c'est de ne pas aller les chercher. Je pense que maintenant, après toutes ces années, je peux petit à petit commencer à chasser les idées sans craindre d'échouer. Mais c'était une stratégie en fait de laisser venir des choses et qui a parfois résulté dans une œuvre assez hétérogène. On a par exemple la pièce qui est dans l'exposition, The Pure Necessity,
qu'on ne peut presque pas comparer avec une autre pièce que j'ai faite récemment, Olympia, qui semble être des œuvres faites par deux artistes différents. Sauf que quand on se donne le temps de ma matière, c'est-à-dire la durée, les choses commencent à se ressembler plus et à devenir plus cohérents. Mais ça a été pendant toutes ces années, et je pense qu'après 50 ans, je peux distinguer deux concepts. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais ce sont deux. Récemment même, je me rends compte que des deux concepts qui m'ont toujours suivi. Et je pense un des deux est la recherche de la matière dans un monde, ou de la matérialité dans un monde où la matérialité disparaît. Ou se dissout ou dissolve dans une virtualité. Et deuxièmement, ça c'est très récent, il y a quelques jours même, en préparation d'une autre conférence que je vais faire au Centre Pompidou début avril avec Emanuele Ecoccia. Le fait que mes acteurs ne sont jamais des êtres humains, mais des témoins, des choses, de la nature, l'arrière-plan, les ombres, qui était le sujet de ton essai, le soleil, les cycles circadiens, donc tout ce qui n'est pas anthropocentré. Avec la spécification peut-être que mes films ressemblent des films où il y a un sujet. Et The Pure Necessity est un bon exemple. Donc, on croit distinguer un sujet, mais en fait le sujet est enlevé. On va revenir à ça et à la question de la matérialité que tu indiques là. Je voulais juste revenir sur cette question des idées. On a soit de bonnes, soit de mauvaises idées. Est-ce qu'il t'est arrivé de commencer avec une mauvaise idée, qui t'est tombée dessus comme si elle était bonne, et à un moment donné, tu t'es dit non, je ne peux pas continuer, je fais fausse route. Est-ce que ça fait partie aussi du jeu? Oui, tout le temps. En sachant que quand tu fais quelque chose, ça a des conséquences, je dirais, humaines, parce que tu as une équipe autour de toi. Par exemple, pour le film qui est ici, Pure Necessity, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont travaillé quasiment pendant 3 ans, si j'ai bien compris, avec ce que ça veut dire de moyens techniques et de moyens financiers. Donc, avoir une mauvaise idée, dans ton cas, c'est quelque chose qui peut être très invalidant. Donc, comment tu fais pour déterminer, pour détecter une mauvaise idée qui te tombe dessus et une bonne idée qui te tombe dessus et que tu peux amener jusqu'au bout de ce qu'elle propose? Alors, d'abord, je me méfie des bonnes idées et j'ai plutôt confiance dans les mauvaises idées. C'est un peu au cours des années, j'ai appris à faire attention, à ne pas trop faire confiance aux bonnes idées, puisque les bonnes idées sont souvent du genre que ce sont des idées qui sont collectives. C'est-à-dire que d'autres artistes peuvent aussi les avoir au même moment. Et souvent, ça se passe qu'il y a 5 artistes sur ce globe qui ont la même idée et qui en font la même chose, mais avec des variations. Donc j'ai appris à me méfier des bonnes idées. Et parfois, des œuvres qui m'ont vraiment changé le cours de mon travail étaient ce que je décris comme des mauvaises idées. En 2005, j'ai commencé à faire une pièce qui était intitulée Sections of a Happy Moment. C'était une pièce avec une famille chinoise devant des bâtiments HLM. Et ça, c'était vraiment, je considérais ça comme une mauvaise idée, puisqu'elle était très aride, systématique. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient le recept parfait d'échouer. Et pourtant, je l'ai suivi et pour moi, ça a beaucoup changé. Et The Pure Necessity, je pense qu'elle fait plutôt partie de la catégorie des bonnes idées.
Et du coup, il y a eu plusieurs artistes qui ont travaillé avec le livre de la jungle sans que je m'en étais conscient. Et dès que je commençais à raconter l'idée à des gens qui étaient proches de moi, ils me disaient: est-ce que vous connaissez cette œuvre? Est-ce que vous connaissez cette œuvre? Donc j'ai été... mais à ce moment-là, quand j'avais appris qu'il y avait... j'aurais dû le savoir, qu'il y avait des artistes qui avaient le même sujet. C'était trop tard, j'avais déjà trop dépensé de l'énergie, des fonds pour aller en arrière. Donc on a continué. Et enfin, je ne sais pas dans quelle catégorie je dois la classer maintenant. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est une idée aboutie. Oui, mais bon, pas trop abouti. Jusqu'à un certain point. Oui. Elle est un peu... si j'étais plus stratégique, je ne ferais pas une œuvre comme The Pure Necessity. C'est sûr. Parce que formellement... Tu n'es pas stratégique, tu es heuristique. Donc ça, c'est très précieux. Oui. Alors, tu disais une chose qui me frappe dans ton travail depuis un certain temps, et je trouve très, très intéressant que tu indiques ça, c'est cette question de la matérialité, de la matière. Hein. Et je pense qu'effectivement, il me semble en tout cas que dans ton travail, il y a la volonté de rematérialiser les choses, voire, resensationnaliser un certain type d'expérience. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que, bon, aujourd'hui, c'est le numérique qui est ton outil de travail privilégié. Tu as commencé à la fin des années 90 avec des images que tu as animées, qui étaient plutôt de l'ordre du proto-cinéma, de l'archi-cinéma. Aujourd'hui, tu es vraiment dans une exploration technologique pointue, puisque tu inventes les moyens de ton art, d'une certaine manière. Et quand on parle du numérique, justement, on ne parle pas de matière. Alors, jusqu'à quel point le pixel est quelque chose de la matière pour toi? Et comment tu l'expérimentes dans ton travail, cette matérialité-là? Oui, c'est un grand paradoxe. C'est un peu comme si les sens, quand on les perd, se intensifient avant de les perdre, ou même après de les avoir perdus. Disons que si le sens de la vision, quelqu'un qui va perdre son sens de la vision, ou même après l'avoir perdu, a dans la mémoire une amplification de ce sens-là. Et dans mon cas, j'ai souvent réfléchi sur la perception et sur la vision, et que, comme métaphore, presque la digitalisation, pourrait être un long procédé dans lequel on est au début, d'un certain aveuglement de la perception comme on le connaît aujourd'hui dans nos vies. C'est-à-dire que les images mécaniques ou les images électroniques, les images basées sur un objectif, c'est quand même un peu la religion qu'on partage tous dans l'image, c'est qu'elle est automatique. Et je commence à comprendre que ça ne sera pas toujours le cas, que la digitalisation a comme but de réintroduire la parole d'une façon très étrange, invisiblement, dans l'image, comme commando, et que ça nous ramène presque vers la figure de l'aveugle qui ne voit rien, qui a sa mémoire et qui a les histoires des autres. Et je pense que dans le sens, le monde de la photographie est un monde fini, terminé, qui a duré un peu plus que 150 ans et qui devra maintenant être conceptualisé. Mais quand on sent arriver ça comme événement, c'est quand même pas rien.
C'est-à-dire que tout ce qui est, toutes nos vies politiquement, sociales, idéologiquement sont gérées par des photos ou par des images que nous considérons comme les témoins idéaux et indisputables. Et que ça, petit à petit, ça disparaît et qu'il faudra réconceptualiser un nombre de choses, comme par exemple, qu'est-ce qui est une image photographique, qu'est-ce que c'est une photo. Et la photo deviendra, je pense, dans le futur, elle devient à un moment donné une chose entièrement idéologique, qui n'est pas évidente. Donc il faudra parler, il faudra conceptualiser la photographie. Le cinéma, c'est déjà, en soi, c'est déjà le cas. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la matérialité, qu'en fait c'est un procès de dissolution. Déjà, la transition entre analogue et digital est un procès de rendre invisible le procédé de fabrication. C'est-à-dire que le pixel, mais aussi le 0 et le 1 de l'image, le codement de l'image, c'est un procès de rendre impossible le système ou le procédé de coder. Donc ça nous transforme en consommateur idéal qui n'a de moins en moins accès au procédé de production. Pendant que, et en fait c'est Baudrillard, Jean Baudrillard 2.0, pendant qu'on a l'impression quand même d'être les producteurs les plus actifs dans l'histoire récente. Et la matérialité, en fait, est là. J'ai un peu l'impression qu'elle revient comme une mémoire. Une mémoire de quelque chose de vécu, c'est pas une nostalgie, mais c'est une mémoire de quelque chose de vécu. Et qu'est-ce qu'est la matérialité dans l'image? Ce sont pas très souvent les acteurs, parce que les acteurs, ce sont les choses, les sons et les images et les formes les plus évidentes, mais la lumière, les ombres, des choses qui sont avec nous sans qu'on doit y réfléchir. C'est un peu ça, la matérialité dans la mémoire. Ce sont des choses qui sont automatiques, qui sont avec nous sans qu'on doit vraiment les construire. Alors, d'accord. Pour peut-être affiner les choses, justement par rapport à ta façon de travailler et aussi par rapport à ce rapport à la matérialité, au tout début, dans ton travail, tu es beaucoup parti d'images trouvées, puisque tu passais un temps long, quand tu étais à Berlin en particulier, dans les bibliothèques, pour regarder des images dans des livres, dans des magazines. Bon, et tu as eu tout un stock d'images disponibles à un moment donné. Tu as été une sorte d'archiviste, hein, et c'est dans ces archives-là, à partir de cette archive construite par toi-même, que tu as trouvé une idée qui t'est tombée dessus. Hein. Aujourd'hui, avec cette externalisation de la mémoire que permet Internet, et cette instantanéité de la disponibilité de cette mémoire externe, est-ce que tu passes toujours autant de temps dans les bibliothèques pour justement aller vers l'image, et y compris vers sa matérialité pour commencer à travailler, ou bien alors tu as complètement changé ton rapport à la mémoire justement du visible grâce à cet outil nouveau qui est aussi complémentaire de ton travail technique aujourd'hui? C'est avec un certain regret que je dois avouer que je passe de moins en moins de temps dans les bibliothèques. Et que ça a son effet. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, c'était un temps, c'était le début des années 90 où je ne voulais plus peindre, dessiner ou faire autre chose, mais je voulais justement me perdre dans des images qui n'étaient pas les miennes. Et il y avait un aspect qui est celle du pouvoir. C'est que quand on rencontre une image, on a deux choix. Soit on a du pouvoir dessus, comme dans le cas de la pornographie par exemple, on a un certain pouvoir dessus. Et
où on peut décider d'en prendre soin, de les accueillir dans une archive, qui n'est pas une archive, mais quelque chose de plus vivant, où les choses, c'est freudien, les images que je considère des choses, deviennent, ont le droit d'avoir une seconde vie. Et aujourd'hui, c'est très commun tout ce qui est image postée sur l'internet devient immédiatement une seconde vie. Donc la seconde vie, c'est d'abord, il y a plus de première vie presque dans l'image. Il n'y a que la seconde vie, le partage, non? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se place comme dictateur, ou est-ce qu'on se place comme quelqu'un qui est plutôt SOS, qui aide, qui vient à l'aide? Et j'avais comme jeune homme, j'avais des problèmes avec... En fait, j'étais pas très verbal d'abord, et j'avais des problèmes avec la rhétorique dans certaines... qu'utilisaient certains de mes confrères, et je voulais quand même que les images aient une capacité autonome de parler, même si c'est une illusion. Mais c'était ça la recherche, en fait. C'était ça la raison pour aller chercher, abandonner des choses faites par moi, et aller chercher des choses trouvées sur la rue. Et c'est ce qui fait de moi le contraire d'un photographe, quelqu'un qui fait de la recherche dans la photographie. C'est très difficile de schématiser ton travail, et c'est sa vertu. Mais disons que on pourrait dire qu'il y a un certain type de travail en noir et blanc, un certain type de travail en couleur, un certain type de travail silencieux, un certain type de travail sonore. Je pense par exemple pour la pièce sonore à The Algiers Section of a Happy Moment, cette pièce de 2009, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre, dans laquelle la bande son devient un personnage à part entière dans l'œuvre, dans la pièce. Comment tu décides que ça sera en noir et blanc, ce travail-là sera en couleur, ce sera sonorisé ou pas, parce que c'est des décisions qui sont très importantes. Oui, le son est un cas particulier dans chaque image en mouvement, c'est-à-dire qu'elle entre dans une compétition, et en fait c'est un élément tellement puissant. Le son, c'est vraiment comme une force de nature dans l'image, mais il y a une vengeance aussi. Elle se présente comme étant très discret, diégétique, allant spontanément de soi avec l'image. Et elle est problématique. J'essaye de l'éviter si je peux, parce que le son, elle a toujours quand même cette tendance, elle peut faire deux choses. Soit elle va clôturer une image, soit elle va rendre ouvert. Et elle a souvent quand même tendance à individualiser la perception de l'image. Le son est un peu comme sont les casques 3D aujourd'hui. Elles rendent difficile la socialisation de l'image. C'est qu'on peut que vivre le son seul, avec soi. C'est très difficile de partager, et l'image qui a un son n'aime pas non plus partager le lieu avec une autre image qui a le son. C'est-à-dire que ça a un côté autiste. Immersif. Immersif, Oui. Oui. C'est ce qui m'a fait éviter le plus que possible. Mais ce n'est pas toujours possible. Et dans le cas que tu décris comme celui de Algiers Sections of a Happy Moment, le son, d'ailleurs, ça me donne beaucoup de plaisir de voir me critiquer à cause de ce son qui est un son un peu kitsch,
un peu lent, qui donne un rythme sans aucune particularité en fait. Easy listening, c'est comme wallpaper music. Mais pour cette raison très importante pour la pièce, parce que la pièce, la séquence a un rythme très particulier, le son en a un autre. Et ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai pas, là non plus, je n'ai pas choisi le son. Le son m'a choisi. J'écoutais beaucoup de musique. En fait, je suis un amateur de musique inimportante, sans aucun événement, qui n'a pas de haut et de bas. Et pour cela, qui n'a pas de narrativité non plus. Mais ça m'intéresse d'étudier la narrativité qui se trouve dans une musique pareille, puisqu'il y en a toujours. Et en fait, c'est très facile en fait d'analyser la narrativité dans une musique un peu kitsch, parce ce sont des images faciles. J'ai réutilisé ce type de musique dans la pièce intitulée Travel, qui est d'ailleurs basée sur ce type de musique. Et pour la même raison, j'ai été de nouveau critiqué pour le mauvais choix de musique, etc. Mais ça me donne un plaisir pervers, parce que ça distingue la style police, la police du style et de la forme, et les autres qui savent passer un peu plus de temps et qui savent se retrouver à l'autre côté du problème, quoi. Dans ton travail, depuis le début jusqu'à aujourd'hui inclus, il y a des éléments naturels qui sont très importants. Parmi tes premiers travaux, tu as photographié des arbres que tu as animés. Il y avait dans la Bordeaux-Pisse, cette œuvre qui fait 13h43 de long, le contexte naturel dans lequel la maison construite par M. Koulas était installée. Tu as fait ce film, tu en parlé, qui s'appelle Travel, qui est une sorte de voyage à l'intérieur d'un hortus conclusus, d'un jardin fermé. Et évidemment, dans le film qu'on peut voir ici, Pure Necessity, la nature est partout. J'ajoute à ça que tu as aussi très souvent filmé des levées de soleil ou des couchers de soleil, et en temps réel. Comme si justement, pour toi, alors je parle de film, peut-être si on a le temps on reviendra sur cette question-là, mais ce que tu fais, ce que tu appelles les pièces, devait avoir un rythme propre égal à celui de la nature. On a l'impression que tu veux faire une œuvre qui soit au fond une œuvre techniquement élaborée, mais en réalité naturellement perceptible, naturellement installée. Si on était un peu pédant, on dirait, en utilisant le vocabulaire grec, tu utilises la techné pour fabriquer de la fusis. Bon, ça me semble de plus en plus frappant chez toi. Est-ce que c'est quelque chose de conscient, de voulu, de construit? Oui, de toute évidence, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui pour toi peut être comme le cœur de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que peut-être tu pourrais faire demain? C'est en effet le deuxième concept des seuls deux que j'ai découvert dans ma vie, des choses qui m'intéressaient profondément, et très récemment de l'exclusion en fait de l'être humain dans le centre de l'histoire, et le remplacer par une attention vers le temps cyclique, la durée libre, sans être inscrit dans une ligne vers le futur ni l'arrière, mais une durée qui serait plutôt celle d'une durée décontractée. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? On peut dire comme ça, une durée sans but. Et je pense qu'en effet, c'est pour cette raison-là que le passage du soleil dans un bâtiment, les ombres, mais à chaque fois, en fait, l'exclusion de l'anthropos dans la pièce, et la préférence pour des éléments qui, comme les plantes dans Olympia,
qui ne sont pas des acteurs. Et j'essaie de leur donner un statut d'acteur. Et ça rejoint aussi ce que tu esquissais tout à l'heure, là, sur le fait qu'au fond, chaque pièce propose un non-événement, en fait. Il n'y a rien qui arrive dans ce qui arrive. Et c'est ça qui fait la manifestation du travail. Tu as fait des photos, tu as fait des œuvres avec des images mobiles. C'est d'ailleurs très curieux que dans les premières photos que tu aies faites, tu aies commencé par justement piéger le spectateur en le mettant dans le noir. Hein. Tu as mis le spectateur devant des photos a priori invisibles, mais qui montaient comme ça depuis leur invisibilité pour apparaître quand même. Mais comment pourrait-on qualifier ton travail justement, qui est divers jusqu'à un certain point et quand même très unitaire aussi, notamment à partir de la question du temps. Comment on pourrait le qualifier? Est-ce que tu fais, toi tu parles de pièces, mais est-ce que tu fais des films? Est-ce que tu fais de la vidéo dans l'espace? Est-ce que tu fais du cinéma d'exposition? Je me rappelle que, d'ailleurs, très curieusement, je ne t'ai pas posé la question, mais que pour la rétrospective de ton travail qui avait été présentée à Genève en 2015, pendant l'été 2015, tu avais choisi comme titre Performed Pictures. Est-ce que tu fais justement des images performées ou performatives? Et si tu fais ça, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire? En tout cas, ce ne sont pas des films. Je pense que en fait, d'ailleurs, c'est le sujet de Pure Necessity. La façon dont nous consommons une image en mouvement est de plus en plus individualisée. Le cinéma, depuis longtemps, ce n'est plus l'espace qui groupe l'expérience de cinéma. C'est sur un petit écran ou un grand écran, mais c'est une hétérogénéité de surface sur laquelle nous consommons ces images-là. Et je considère ce que je fais un peu comme du théâtre, si on peut le dire ainsi. Du théâtre minimal. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films qu'on peut avaler comme ça sur un petit écran, peut-être. Et je crois que la question commence à se poser, non pas, imaginons que c'est... pardon, c'est le micro. Imaginons que ça c'est le petit écran. La question n'est plus... sur la technologie, en fait, la question devient sur le consommateur. Et c'est pour ça que je pense que j'avais eu l'idée d'intituler Performed Pictures. C'est que ce sont les images qui se performent vers le spectateur. Et c'est un nouveau rapport dans le sens qu'on a toujours tendance à lire des images automatiquement par leurs écrans, par leur technologie, par la façon dont elles sont distribuées. Mais étrangement, et ça on voit très bien dans une génération déjà un peu plus âgée, quand ils parlent de vidéo, d'art installation, c'est qu'ils ont toujours tendance à parler du signal qui sort de l'écran. Et que comme si ça c'était un élément qui unisse toutes les images vidéo, ce signal, et que ça permet de montrer en petit, en grand, mais non, en fait c'est celui qui est devant qui compte. Ce n'est pas la technologie tellement. C'est ce qu'elle fait avec celui qui est devant, le temps qui est passé. Et donc, à une époque, à un moment donné, j'ai découvert l'espace de la galerie ou du musée comme un endroit que je trouve idéalement vide, c'est-à-dire ou vacant, qui n'a plus de raison d'être depuis longtemps, sauf que dans un contexte muséal, mais dans lequel essentiellement le corps du spectateur est perdu. C'est un flâneur benjaminien
qui n'a pas un but précis. Et j'ai trouvé ça un très bon endroit pour les images en mouvement. C'est qu'elles non plus, dans un musée, elles n'ont pas de message précis. Elles sont déjà, le moment où elles sont installées, elles sont déjà mortes. Et ce serait une erreur. En fait, il y a deux visions. Il y a une positive et une autre, il y a extrêmement assez plutôt triste. C'est de considérer le musée comme Boris Groys à un moment donné l'a décrit comme le musée devenu nuit. Quand il n'y a que des installations vidéo, c'est effectivement la réalisation de la nuit dans le musée. C'est la fin du musée. Disons que ça, c'est la version un peu triste, la conclusion triste de l'événement. Mais toi, tu n'es pas du tout dans la tristesse. Non, je ne suis pas dans ce camp-là. Pas dans la mélancolie, en tout cas. Quand il y a du noir dans une comme ici, c'est plutôt... je regarde plutôt le soleil du projecteur. Ouais. Donc, on aura compris que c'est vraiment une mise en espace des images que tu as accomplis. L'espace joue un rôle considérable. La spatialisation est essentielle. Et le temps. J'enfonce plusieurs portes ouvertes là, mais on a beaucoup écrit sur ton travail en disant que c'était du temps spatialisé. Moi, si je peux ajouter, ce n'est pas l'espace sculptural. Oui, c'est pas l'espace sculptural. Ce n'est pas la vidéosculpture. Non, c'est l'espace. C'est la durée sculpturale. Ouais, absolument. Oui, c'est la durée sculpturale. C'est pas l'espace de l'objet sculpté, c'est autre chose. C'est plus un espace cinéplastique. Mais qu'est-ce que je voulais te demander? Ah, pardon, oui, donc ce qui est absolument frappant, c'est que ton travail, c'est vraiment un don de temps, donner du temps, avec tous les sens qu'on peut donner à cette expression en français. Et tu as fait cette œuvre absolument incroyable qui s'appelle Olympia, qui est une œuvre qui va durer 1000 ans. Tu avais déjà fait... Oui, absolument. Tu avais déjà fait une œuvre à Bordeaux, on l'a évoqué, qui dure 13h43, qui était montrée dans ton exposition au Centre Pompidou. Là, tu exploses complètement les limites. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, déjà, faire une œuvre qui dure 13h43, c'est faire une œuvre invisible. On ne peut pas rester 13h43 devant une œuvre. Donc là, c'est 1000 ans, c'est encore autre chose. Ça veut dire qu'au fond, ce sont des œuvres qui n'ont ni début ni fin. Enfin, c'est clair pour Olympia, mais au fond, pour Bordeaux-Pisse, c'est pareil. Et même quand l'œuvre n'est pas en boucle, elle n'a pas de début ni de fin. Et je pensais à toi en écoutant Victor Bergin dire que lui aussi qui fait des films, on rentre dans le film et on en sort quand on veut. Et il dit c'est exactement comme en séance de psychanalyse. Séance de psychanalyse, on peut la commencer là, dans un coin avec un, et puis on arrête. Si c'est un lacanien, on arrête au bout de 2 minutes et demie. Si c'est un freudien, au bout de 45 minutes. Bon. Autrement dit, le film, c'est comme la conscience, c'est un flux de conscience. Et de plus en plus, c'est ça qui me frappe dans ton travail, c'est ça. C'est-à-dire que le temps que tu donnes, c'est le temps de la conscience, qui est un temps qui a tendance à être un temps, entre guillemets, naturel. Est-ce que c'est juste de dire ça? Pardon, j'étais en train de jouer Video Jockey. Ouais. C'est difficile de multitasking. Quelle était la dernière Est-ce que tes films, si tu veux, c'est un flux de conscience? On pourrait faire cette analogie-là à partir de ce que dit Bergin? Il dit bon, voilà, moi je fais des films, on peut rentrer dans le film quand on veut, on en sort quand on veut, exactement comme en psychanalyse, tu commences la séance quasiment quand tu veux, et tu l'interromps en fonction des indications de l'analyste. Mais bon, autrement dit, est-ce que le temps du film, c'est un temps d'une conscience livrée à elle-même, et le flux du film, c'est le flux de la conscience livrée au temps? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, quand l'origine du film a une fin très précise, c'est la fin de la bobine. Et dans
toute cette période dans laquelle, qu'on appelle la période analogue, qui veut dire capter une durée pendant que la durée coule. C'est l'index de l'analogue. Voulait aussi dire qu'avec chaque film, il y avait une fin certaine et une boucle probable. C'est-à-dire que c'était une logique de la répétition qui avait comme conséquence qu'on allait voir, considérer la vie comme quelque chose qui avait une fin et qui répète quelque chose qui est dans un état de neurose presque, où on ne peut pas échapper la boucle. Et avec le digital, il y a une libération assez considérable qui est celle du triangle de la durée. C'est-à-dire que la durée n'avance plus nécessairement en avant vers un futur, ce que je pense Bruno Latour décrit comme le global, c'est le futur. Ni en régressant vers l'arrière, c'est le passé, qui pourrait être le fascisme ou autre. Donc il y a plus, avec le digital, il n'y a plus ce qui était systématique à l'analogue, c'est qu'il y avait une avancée certaine et une fin certaine. Et donc, il y a un troisième aspect qui fait de la durée un triangle, qui n'avance plus vers l'avant, vers la droite, c'est lié à notre écriture sans doute, ni vers la gauche, le passé, et la lecture évidemment, qui va vers la droite. Mais donc, il y a un troisième élément. La question c'est, qu'est-ce que c'est le troisième élément ? On pourrait dire que le troisième élément, c'est, quand on a le triangle, c'est une coupure qu'on fait à partir du troisième élément et on coupe le passé et le futur au milieu. On vient simplement au présent. Et dans toute l'industrie du jeu, mais dans dans tout ce qui est la pensée de l'image digitale, je pense que c'est important que la durée n'a plus une fin décisive ou inévitable. Et ça, c'est libérant, parce que ça fait que toute notre logique de temps comme étant précieux, allant vers une fin certaine, qui provoque aussi que le temps devient cher. Il existe une alternative. Il existe une alternative qui serait la durée sans obligation, qui a toujours existé. Ouais. Et le digital, elle représente le mal, mais elle représente le bien aussi. Peut-être qu'on peut continuer avec Julia et Beach. On a 3 microphones, je pense. Ah, on a 4. Il y en a un pour chacun. Bon, merci beaucoup. C'était très dans l'abstrait, donc on a quand même regardé les images et si vous permettez, j'aimerais, oui, un peu diriger le regard sur les images qu'on a vues. On a vu de très intéressants dessins et peut-être on ne connaît pas tellement le dessin de David Claerbout parce que oui, ça n'a pas été publié, je crois beaucoup, et ça serait intéressant de savoir un peu quelque chose. J'ai une certaine peur des dessins parce qu'elles sont des objets d'art. Et mon objet d'art n'est pas lié à une matière précise, idéalement. Elle est liée à la durée.
et le temps passé avec la chose. Et je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai souvent, ou presque toujours, sauf une fois, résisté. Est-ce que nous avons montré le dessin à Genève? Ah oui, non, 2 fois. Résisté. Oui. Mais la combinaison entre le dessin et les œuvres est compliquée parce que c'est toujours les dessins qui gagnent la compétition. C'est qu'elles sont, ce sont des choses sur papier, elles sont simples. Mais en même temps, je passe mes hivers à dessiner. En fait, c'est ce que je fais là au nord. C'est inévitable, on n'a rien d'autre à faire que de rêver d'un autre soleil. Et donc, si j'étais pas au nord, peut-être je ne ferais pas de dessin. J'ai d'ailleurs, je pense, j'ai un petit keynote sur mes dessins, si je ne me trompe pas. Ah, ici, voilà. Et je les ai toujours faits, mais j'ai un peu de... Je n'ose pas trop montrer, hein, parce qu'il y a des choses très mauvaises. Mais dès le début, j'ai fait des dessins, ça c'est très belge. Et tout ça, ça a un peu disparu, mais c'était une recherche sur des idées qui avait comme constante que je ne les faisais pas en film ou en vidéo. Donc, elles restaient des dessins et c'était comme une petite satisfaction qu'il y avait déjà quelque chose qui existe et maintenant je peux le mettre dans l'armoire et oublier. C'est un peu de la même catégorie de l'archive, les dessins. Mais bon, on a ici une œuvre qui est totalement dessinée. Oui. Et comment c'est, tu as travaillé avec un collectif, enfin des spécialistes aussi de l'animation. Oui. Et je ne sais pas si, est-ce que tous les dessins qu'on a vus sur l'écran, c'est Non. de toi? Voilà. Ah oui, tous les dessins, oui, tous Oui. les dessins sont, enfin la majorité, pas tout, Okay. mais la majorité est à moi. Mais évidemment, le travail d'animation, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la fluidité dans les lignes. Je cherche trop dans mes dessins. Je suis habitué, j'ai une certaine virtuosité, mais pour être un animateur, il faut vraiment avoir été éduqué dans cette religion de l'animation de la ligne pure qui donne vie à une chose abstraite, qui était d'ailleurs la difficulté du projet, parce que je demandais à des professionnels de l'animation d'enlever de la vie. Ils étaient habitués à donner plus explicitement que possible, rendre la vie à une ligne. Et je leur demandais d'enlever ça. Aussi les mouvements drôles, un peu exagérés, non? Que Oui. maintenant, ils sont plutôt comme on les aperçoit dans le jardin zoologique. Oui, en effet. Ce sont devenus des hybrides Oui. entre les animaux de Jungle Book et des animaux. Et c'est littéralement aussi basé sur des études filmées, dessinées et trouvées sur l'Internet aussi parfois, de certains animaux. On avait commencé avec une méthode qui était différente, qui était celle de l'animation avec des poupées en 3D, mais qui n'avait aucun âme, pour le dire ainsi. Et donc j'ai abandonné cette façon de travailler après quelques mois. Et on a rebaptisé la studio en studio, donc j'ai cherché des professionnels, des jeunes. Il y en avait quelques-uns qui, pour des raisons idéologiques même, ne voulaient pas participer au projet parce qu'ils pensaient que je volais des droits d'auteur à quelqu'un en ne pas montrant suffisamment de différence. Mais mon projet était exactement dans la similitude, introduire cette différence.
Donc ça a parfois été difficile, hein, le projet d'animation. C'était un cauchemar, honnêtement. Et si vous avez réuni une équipe de films, d'animation, il y a aussi toute une doctrine qui va avec le film d'animation. Et je regardais un guide qui a été fait par 2 dessinateurs de Walt Disney, qui est les 12 principes de base de l'animation. Et le titre du livre, je crois, s'appelle L'illusion de la vie, Illusion of Life. Et un des principes de base est justement le caractère appealing des animaux, leur donner une certaine forme de charisme, justement par l'exagération de lignes, par un comportement humain, ou en tout cas pour faciliter une sorte de connivence avec le spectateur. Et vous allez vraiment à l'encontre de ce principe-là qui vient de l'animation et de Disney. Oui, c'est vrai. Et en même temps, j'avais aussi comme arrière-plan le rêve que les enfants seraient mes spectateurs idéaux, parce qu'ils seraient déçus le premier. Il manque l'adrénaline de l'enfant dans l'œuvre, qui est présente dans l'original. On pourrait dire c'est plein d'adrénaline. Pendant la production, j'ai découvert qu'il résidait dans l'idée une autre métaphore qui est celle de Margaret Thatcher, qui est l'hyper-individualisation de la société, où elle déclarait à un moment donné qu'il n'y avait pas quelque chose comme société, mais qu'il n'y avait que des individus. Et ça, évidemment, ça venait après une décennie de problèmes avec comment on dit ça, les unions, les syndicats, etc. Et que ça me faisait penser au cinéma comme... en fait, le cinéma, il a disparu aussi. Mais l'origine du cinéma et de la télévision, à mon avis, ce n'est pas par coïncidence que ça vient après la Deuxième Guerre mondiale comme phénomène de masse. C'était, je pense, une façon de mettre à côté ou de faire communiquer des gens en leur mettant l'un à côté de l'autre sans se parler. Puisque ce qui s'était déroulé avant était difficile à verbaliser. Et en plus, il fallait se taire, parce qu'il fallait se taire. Il fallait réinventer une nouvelle société, la société moderne. Et le film de Jungle Book entre là-dedans, en 68, c'est le moment précieux de la modernité et de la reconstruction d'une société. Et je me disais, tiens, c'est quand même étrange que le cinéma, comme lieu social, n'existe plus, ou à peine, où on va ensemble regarder quelque chose ensemble. Et c'est un peu de là a sorti la logique du film qui n'avait plus d'âme sociale, qui n'avait plus de but d'émancipation d'un jeune petit garçon qui serait normalement déjà depuis longtemps mangé par les carnivores dans la jungle, mais qui, au lieu de ça, miraculeusement, ils prennent soin. C'est la logique du social, non? C'est rien d'autre que ça. Et que, en fait, on donne une chance à celui qui n'aurait, dans une société de jungle, qui n'aurait jamais une chance. Et donc, moi, c'est un peu ma vengeance sur les années Thatcher. Mais en même temps, c'est un peu triste parce que les animaux dans mon film, ils sont isolés et dans la retraite. Ils n'ont pas de boulot. Ce ne sont plus les acteurs. On voit s'ils avaient une carrière à l'époque, ils sont maintenant dans la jungle isolés, sans communication. Donc c'est une métaphore assez simple finalement. Et le titre, le choix du titre, Pure Nécessité? C'est un accident de parcours, dans le sens que en allemand, le film... Il a été sponsorisé en Allemagne, en fait, par un mécène à Francfort, qui a donné, via le Städel-Museum, qui avait donné l'argent. Et donc, je pense que j'avais regardé le film en allemand.
Et le titre était Die reine Notwendigkeit. Die reine Notwendigkeit. Ja? Oui, c'est ça. Mais Non, c'est the bare necessity, The Bare Necessities. en anglais, Et et voilà, bare, c'est voilà. le double Maintenant je me sens. souviens. C'est ça. Ils avaient traduit ça dans Versuch es mal mit Gemütlichkeit. Donc, essaye, au lieu de Bare Necessity, qui est quand même c'est très beau, en allemand c'était assez aride comme traduction. Et je disais non, c'est impossible, je peux pas. Et donc, je l'ai retraduit The Bare Necessity en allemand, pardon, Die reine Notwendigkeit. Et ensuite, je l'ai retraduit en anglais, The Pure Necessity. Donc, c'est une bastardisation de plusieurs titres. Alors, c'est drôle parce que vous parlez de la déception de vos enfants quand ils vont regarder La Pure Nécessité. Les animaux ne dansent plus, ils sont au bord un peu de l'apathie, ils sont dans une forme de passivité assez importante. Et pourtant, on dirait qu'il y a une autre forme de toile de fond à votre film, qui parle aussi d'enfance, mais qui parle d'une enfance qui aurait été complètement déconnectée de la nature. Et je regardais le résumé d'une thèse d'une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui travaille au musée d'histoire naturelle et qui parle de l'amnésie environnementale générationnelle. Et que l'équipe de Disney, entre autres, n'ayant pas passé suffisamment de temps près de la nature, aurait capté une idée de la nature qui serait en fait celle que l'on voit dans les films de Disney, où la biodiversité, et c'est ce qu'elle observe depuis, je crois, 37-38 jusqu'en 2010, diminue complètement. Oui. Non, mais ça c'est très poétique en fait. Ça c'est ce que dit Bruno Latour aussi, c'est qu'il y a un renversement entre l'ordre de la nature et l'ordre de l'économie. Avant, on aurait dit que la nature était une force naturelle qui ne pourrait jamais être détruite. Et aujourd'hui, on dit ça de l'économie, qu'elle est une force naturelle qu'on ne peut pas détruire. Donc c'est devenu plus facile de détruire la nature que l'économie. Et c'est vrai aussi avec le regard qui fait une synthèse. C'est très beau ce que vous dites avec les discussions sur les arrière-plans du Jungle Book. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui se passe c'est ce qui risque toujours de se passer avec la perception. C'est une simplification et un manque de biodiversité dans la perception presque. Mais ça, c'est un risque qui existe au moins depuis l'invention de la modernité, mais qui devient explicite maintenant. Et qui est une peur que j'ai parfois que la perception perde sa diversité. On le voit déjà dans la façon dont les technologies permettent de capter des images, des photos, qui est déjà pas mal informé par des informations qui sont en dehors de l'objectif. Qui n'ont rien à voir avec la lumière qui entre et qui est captée, qui ne sont plus liées à la sensibilité du chip ou de la surface ou de la photo, oui, du capteur, mais qui sont des informations données par des algorithmes. Évidemment, tout le monde parle des algorithmes, donc j'essaie d'éviter un petit peu d'en parler. Mais c'est une réintroduction, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une réintroduction de la parole dans l'image qui vient sans qu'on puisse l'apercevoir. Il y a un danger parce que ça... il y a peut-être aussi une richesse, sans doute, mais il y a peut-être aussi un danger pour une simplification systématique.
Et c'est ce qui se passe à la biodiversité. C'est une métaphore horrible d'une réalité culturelle aussi. Bon, je ne voulais pas vous rendre dépressif. Oui. C'est peut-être le moment. On ouvre pour le public. Alors, je vous donne Qui a une question? Bonjour. C'est des questions que vous avez abordées, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre rapport au travail et en tant qu'artiste? En fait, le travail est présent dans vos œuvres. Je pense à Oil Worker ou ce SDF qui dort sous un pont qui justement n'a pas de travail. Donc ça, c'est une partie de... Et vous lancez dans des dispositifs... Enfin, une mise en œuvre qui est extrêmement complexe, extrêmement longue. Peut-être qu'un autre artiste aurait demandé les droits, acheté les droits... Et puis ça aurait peut-être coûté le même prix finalement. Mais vous mettez bien 3 ans à les faire, ces pièces. Et est-ce que vous pouvez développer? Je trouve l'effort, le travail qui est mis dans quelque chose, ce n'est pas un dogme ce que je vais dire, mais je trouve qu'elle a sa propre présence, sa propre espace. Et on commence à la sentir petit à petit, dans The Pure Necessity certainement, parce que toute la construction que évidemment le film se déroule, évidemment c'est le livre de la jungle, évidemment c'est un film pour des enfants et blablabla, que ça petit à petit ça se déconstruit et qu'on commence à s'apercevoir du travail qui a été mis dedans. Pour moi, le travail c'est un peu comme... Il est de la même catégorie que la durée, c'est-à-dire que c'est un mot sale un peu. Le travail, il doit être efficace ou pas. Et je trouve que les artistes peuvent quand même se permettre de choisir l'inefficacité, même s'il n'est pas aussi inefficace que ça, parce que je dois répondre aux mêmes critères que l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que si je me trompe, ça me coûte une fortune. Mais quand même que l'effort et le labor soient une présence, justement comme la durée. C'est-à-dire que, écoute, si ma logique elle est simple, si elle est aussi chère, peut-être je vais essayer de voir combien d'enchères j'en ai de ces éléments. Dans certaines pièces, c'est plus explicite. Dans Bordeaux Peace, par exemple, de 2004, il y a l'effort des acteurs qui, au cours de la journée, commencent à désintégrer et qu'on commence à sentir que acter, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, mais que c'est quelque chose qui est construit de chaque fois l'une après les autres, et que les acteurs commencent à faire des erreurs, etc. Et qu'on commence à voir le négatif d'acter. Là où ça touche à un mur d'effort et que la sueur de l'effort devient presque palpable. Mais pas dans le spectacle, puisque dans le spectacle, tout a déjà été dit, et que le carnavalesque, il est omniprésent. Donc j'ai toujours voulu travailler dans quelque chose qui soit plus discret, mais inévitable quand même. Oui, c'est une question et je continue à parler. D'autres questions? Bon, on a parlé du cinéma et de cette expérience du collectif, mais il y a aussi cette convention qu'une durée d'un film, la durée moyenne, c'est 1h15, 1h30 maximum, Oui. mais
C'est entre ça vient- l'apéritif et le dîner. Oui. C'est assez bizarre, non? Et il y a ces conventions qui sont devenues une deuxième nature. C'est comme... Et même aujourd'hui, l'industrie a une grande difficulté devant laquelle elle se trouve, c'est-à-dire que même cette heure et demie n'est plus une convention acceptée par les jeunes, c'est trop long et c'est trop défini. Donc déjà, je pense que l'industrie du gaming est plus grande que celui du cinéma. Justement parce que les producteurs ont trouvé une façon de laisser aux consommateurs de définir combien de temps ils vont passer. En fait, ils passent plus, donc ils consomment plus, ils achètent plus. Donc même ce pauvre concept du cinéma, il souffre. Netflix, je pense, enfin la série, je pense que c'est aussi quelque chose qui a enfin, je ne regarde pas, mais s'il y a des adeptes dans la salle, dites-moi. Je crois que c'est 1h10, je ne sais pas. Bon. En tout cas, c'est intéressant de voir aussi ce format-là, enfin cette durée, qui est aussi repris pour des pièces de théâtre qui vont non seulement emprunter certains dispositifs qui pourraient rappeler la réalité virtuelle, mais la télé-réalité, pardon. Et se caler sur ce temps presque préconçu qui viendrait de cet autre canal d'une expérience partagée, non par l'expérience d'être ensemble, mais en tout cas des références qui sont en tout cas très, très populaires. C'est une question, moi je voulais partager quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'autres questions à la ville où nous poursuivons ensemble autour d'un verre, ou en tout cas tous les quatre sur cette estrade. Le temps, on l'a dit, hein, est très important pour toi, mais il y a une contrainte, c'est la contrainte technique. C'est-à-dire que quand tu fais des œuvres comme Olympia qui va durer 1000 ans, la technique que tu utilises aujourd'hui, on peut imaginer que dans 200 ans, ça ne sera pas la même. Et donc, quelque part, tu dois intégrer dans ton travail actuel l'évolution future de tes outils disponibles aujourd'hui. Est-ce que c'est pour toi une préoccupation nouvelle? Est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est même une difficulté insurmontable? C'est un constant dialogue, c'est une difficulté, c'est un souci en effet. Dans Olympia, j'avais pensé, je pense avoir trouvé la réponse dans le bâtiment même, qui est un bâtiment qui est presque un cliché d'un bâtiment, une caricature d'un bâtiment. Et que pour cette raison-là, sera toujours assez serré, assez simple à percevoir. Donc ce n'est pas, quoi qu'on en fasse, ce n'est pas jamais une cinématographie très complexe qui va sortir de la mode. Elle sera toujours, c'est ça, en même temps, c'est la cruauté du fascisme, c'est qu'il n'a pas de début et de fin. Et ce bâtiment, ça aussi, en même temps, il est aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de début et de fin à ce bâtiment, il n'y a pas d'entrée. Donc c'est un peu ma défense, mais je ne suis pas sûr. J'ai eu, de l'autre côté, j'ai eu des questions, parfois des musées, quand ils avaient une pièce dans la collection, qui me disaient, est-ce que vous n'avez pas une version haute définition d'une pièce que j'avais faite dans les années 90? Et à l'époque, j'étais tellement fier d'avoir fait quelque chose de très précis. Donc le regard le focus devient de plus en plus... Je me demande où ça va finir en fait, hein, parce que l'œil a une limitation vraie. C'était le sujet des questions lumineuses que j'avais fait à un moment donné. Oui, il y a virtual reality et j'ai rencontré Laurie Anderson il y a 6 mois à New York et elle m'a montré ce qu'elle a fait pour... quelqu'un lui a proposé de créer quelque chose pour
virtual reality, donc on met un casque et on est dans une autre réalité. Elle a dit d'abord, elle n'était pas intéressée, ça la gênait que cette idée, elle n'avait pas d'idée. Et puis, elle a décidé de dessiner, c'est pourquoi je raconte, et avec la craie sur un fond noir. Et bon, l'image qu'elle a créée, c'est on est assis comme ça, mais on est dans un avion. Et lentement, l'avion se dissolue, enfin on est dans un crash, tout à coup on a les pieds dans le néant et on est dans les nuages et on tombe et c'est parce que c'est lentement et tout le... oui, c'est comme dans un rêve, mais c'est très convaincant parce qu'on est physiquement, on perd vraiment la stabilité. Et je trouvais ça intéressant que ça aurait été hyper compliqué à filmer, à créer, et le dessin parce qu'il y a ce overflow de techniques, autres techniques, on vient à la craie qui est hyper ancien, non? C'est comme dans les caves. Donc c'est une fusion de médias qui est intéressant. C'est intéressant, ça me donne des idées. Mais je ne veux pas finir comme David Hockney qui fait des peintures sur son iPad. On les a montrés, hein, pardon. Pardon. J'ai fait une gaffe. On coupera au montage vidéo, c'est pas grave. On coupe ça. Autre question. Ou est-ce qu'on a déjà fait trop long? Parlant de durée. Peut-être une question. Je me souviens, en fait, votre travail, je ne le connais pas tellement. J'avais vu les Algérois à Avignon et j'avais été assez scotché, à vrai dire. Et je me demandais si vous ne précisiez pas, les limites du cinéma et vous vouliez vous en libérer en créant cette œuvre. Voilà. En multipliant évidemment les points de vue. Il y a des amateurs de cinéma, il y a les ennemis. Et je suis né de la photographie, pas du cinéma. Donc je suis un petit peu dans le camp de la résistance pour ce qui est le cinéma. J'ai toujours trouvé terrible qu'on était coincé pendant 1h30 dans son chaise. C'est une forme de contrat, non? Ensuite, toutes ces histoires qui vous arrivent, qui sautent de l'écran, hein, littéralement, vous n'avez rien à dire comme spectateur, qui m'angoissait toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne regarde plus de films. Je trouve que c'est une perte de temps, pour moi. Mais je connais beaucoup de gens qui sortent très heureux du cinéma, sans doute. Non, sauf que les animations très bien faites, je les adore, en 3D. Il y avait eu un très beau film qui n'était rien d'autre qu'une fête. J'ai vraiment été touché par ça. C'est un film, je pense, c'était George Lucas ou Steven Spielberg qui avait fait Tintin. Le Tintin en 3D, il y a une dizaine d'années, je pense. Et ce n'est pas du tout sur Tintin. Tintin, c'est un prétexte. C'est même comme histoire, c'est pas très intéressant. Mais il y a un amour infini pour le détail, pour les cheveux de Bobby. Bobby, c'est le chien. Hein, et pour la fourrure de la Castafiore. Et c'est vraiment un chapitre dans le cinéma pour cette raison-là. Mais je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est...
Encore des questions? Vous avez encore envie de dire la liquidité de la durée? Non, moi ce qui m'a toujours fasciné, enfin ce qui est très intéressant aussi de regarder chez un artiste, c'est les points de départ. Et ce qui m'a toujours fasciné chez David, c'est que ses premières images, comme on l'a dit tout à l'heure, sont des images invisibles. C'est-à-dire qu'il a fait toute une série de photos qui sont des caissons lumineux, mais mis en espace donc. Ce sont des vues soit de paysages autour d'Anvers, je crois, hein, Oui. soit des vues de Venise. Il y en a 3, 4. Moi-même, pendant la rétrospective du MAMCO, je me suis fait piéger. On met ces photos qui sont très très peu éclairées de derrière, dans un espace sans lumière. Et on rentre dans cet espace et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a rien à voir. Il n'y a vraiment strictement rien à voir. Donc, on attend quand même un tout petit peu quand on est un peu consciencieux. Parce qu'il y a dans le travail de David, me semble-t-il, la volonté de mettre le spectateur, la spectatrice, devant ses responsabilités. C'est-à-dire, vous êtes là, c'est à vous de voir. C'est vraiment l'expression française qui explicite. C'est à vous de voir. Ou bien vous voulez voir, ou bien vous ne voulez pas voir. Mais c'est vraiment à vous de voir. Et donc, vous prenez le temps d'être dans le temps. Hein. Et si vous restez un petit moment dans cette salle obscure, vous allez voir la montée du visible. La montée de Venise, à vous, la montée de ces paysages du Nord. Et moi, pendant la rétrospective à Genève, juste avant le vernissage, je suis allé dans la salle et je voyais rien. Et je me suis dit, mais il y a un problème technique, ils n'ont pas allumé les boîtes. En fait, si, ça fonctionnait très bien, mais j'étais impatient. Donc ce jeu, ça, je trouve ça très intéressant parce que il faut justement jouer le jeu de l'invisibilité pour accéder à la visibilité. Aujourd'hui, on est dans une époque de tellement hyper-visibilité que tu as renversé les choses, là d'une manière très intime, très puissante, et c'est vraiment une expérience physique d'un regard incarné. C'est-à-dire que c'est le corps, c'est-à-dire l'ajustement physiologique de l'œil à ce qui lui est proposé qui est la règle, quoi, à laquelle il faut accepter de se plier. Et je trouve que commencer un travail comme le tien, à partir de de ce défi-là, de cette contrainte-là, c'est fort, je trouve ça très très beau. C'est aussi de nouveau le sens dans ces questions lumineuses qui ne sont pas très lumineuses, le sens, l'analogie avec le sens de la perte de vue quand on se trouve dans le noir complet, qu'on ne peut faire rien d'autre que de se garder immobile pour permettre aux yeux de s'adapter. Et c'est la même règle d'essayer de trouver cette résidu ou cette mémoire d'essence et de la matérialité dans une image. Et ça peut se faire par les contraintes physiques. Oui. Mais je n'ai plus refait des questions lumineuses depuis qu'on a inventé sur les GSM des lumières, des flashlights. Parce que les gens voient rien et allument le flashlight. Et alors j'ai compris que la relevance pour la pièce était perdue. Il y a, je crois, un phénomène de perception quand on est dans le sombre, qu'il y a seulement très peu de lumière, qu'on est plus sensible du côté à la lumière que de devant. Oui. Et c'est
peut-être quand on vivait encore dans le bois que Oui, c'était... je pense qu'en effet, c'est une résidue de quand nos yeux étaient plus écartés, quand on faisait attention et qu'on n'était pas encore chasseur. Et on a perdu un peu parce que tout est très illuminé. D'ailleurs, je pense que tous nos problèmes sont liés à le fait que nous sommes des êtres humains que nous sommes des créatures qui auraient dû avoir les yeux là et que nous avons les yeux là. Et tous les problèmes culturels et visuels peuvent être réduits à ça. C'est quand même presque un très beau finale pour notre entretien, non? Vous avez encore des questions? Oui, alors. Bonjour Monsieur Claerbout. Moi j'ai une question qui concerne justement cette diversité de points de vue. On sent bien que vous voulez éviter le fascisme, on peut dire, d'un point de vue unique. De là l'obsession de multiplier les points de vue, alors ceux de des mouettes par exemple, croisés avec le point de vue proprement humain, plus près du sol. Moi j'ai une question donc assez générale. Je comprends bien cette crainte, mais n'avez-vous pas peur aussi qu'on puisse s'égarer justement dans une multiplicité de points de vue, parce qu'il n'y a pas de limite finalement à ce nombre de points de vue possibles. C'est un petit peu la tendance du réalisme spéculatif en ce moment en philosophie. C'est où est-ce qu'on replace l'homme en fait dans cette multiplicité de points de vue? Parce que je chante bien la peur du fascisme, mais comment rester je pense à monsieur Davila à côté de vous qui parle beaucoup de la marche. Par exemple, la marche fournit un point de vue proprement humain, à hauteur d'homme. Et comment trouver en fait cet équilibre entre le fascisme, l'impérialisme de la vision et une ouverture infinie au point de vue? C'est une question très intéressante. Quand je me marie à la technologie dans des pièces qui ont 500 points de vue, c'est en fait pour livrer de la résistance contre cette possibilité d'infini ou éventuellement de perte. Et chaque fois que, en fait, j'utilise assez profondément la technologie, souvent à laquelle on n'a pas accès facilement, et pour se poser la question comment c'est fait. Comment cette technologie a été établie. Mais je considère ça que comme une phase dans la perception. Une fois que dans Algiers Sections of a Happy Moment, par exemple, une fois qu'on ne trouve pas cette réponse comme spectateur et qu'on reste quand même assis devant, je pense qu'il y a une autre réponse qui commence à s'établir dans ce cas-là. Et qui est celle de la seconde chance, celle de donner l'occasion à quelque chose qui serait complètement enterré dans la technologie, comme Olympia est un autre cas d'ailleurs, d'être libre quand même. Et de ne pas être marié à cette technologie. D'ailleurs, j'ai souvent été accusé carrément de ne m'intéresser que à cette technologie, et ce n'est pas le cas. Je suis un infiltrant, ça c'est vrai. Mais chaque fois que j'utilise quelque chose qui est un peu dans l'ordre du spectaculaire technologiquement, c'est avec la vue sur l'horizon de cette déconstruction. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des centaines de points de vue d'un moment donné, qui est une forme de cubisme si on veut. Mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, les cubistes avaient aussi les mêmes motivations pour couper un point de vue dans plusieurs images, parce que dans ce cas-là, ça ne pourrait jamais être réduit au regard, ce que j'appelle un peu librement le regard accusant. C'est une forme de cubisme, finalement.
Mais peut-être pour compléter, je pense qu'il n'y a pas de fétichisme de la technologie dans le travail de David Clairbout. Et la preuve, c'est que si vous regardez Pure Necessity, vous voyez à un moment donné les ficelles. C'est-à-dire qu'on voit que c'est bricolé quelque part. On voit que tu n'as pas la volonté de masquer, C'est important, ça. de masquer le processus. Il n'y a pas non plus de religion du processus. C'est pas une œuvre de ce point de vue-là moderniste, mais c'est quelque part bricolé jusqu'à un certain point, et on peut le constater, même si c'est technologiquement très pointu. Et il n'y a pas de fétichisme de la technique, parce que moi je pense que ta force, c'est d'intégrer l'actualité de la technique, justement, sans en rester à ça. C'est de l'utiliser comme un moyen, mais jamais comme une fin. Puis je pense que aussi, peut-être pour répondre à votre question d'une autre manière, c'est que, certes, ce qui est fort dans ce travail, me semble-t-il, c'est que c'est un travail non autoritaire. C'est-à-dire que même devant un film qui dure 14 heures, vous n'êtes jamais sous l'emprise de l'œuvre. Elle vous libère, elle accorde une place à votre présence en son sein. C'est pas du tout une œuvre qui vous domine, c'est une œuvre qui vous accueille. Et c'est comme ça que, justement, il arrive à créer une œuvre politique. C'est-à-dire, c'est une façon d'habiter l'image, qui est aussi une façon de responsabiliser celle ou celui qui regarde, puisqu'encore une fois, on peut passer dans une salle noire et dire David Clairbout, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de mettre une œuvre dans une... Alors que oui, elle est là. Donc, c'est vraiment très très fort dans ce travail, cet ancrage politique, qui n'a rien d'idéologique, mais c'est vraiment une politique au sens, là pour le coup, grec du terme, c'est-à-dire vraiment comment habiter, à un moment donné, quelque chose qu'on pourrait appeler le monde des images. Julia, tu as encore une question? Non, je voulais rebondir en disant que c'est intéressant que vous intervenez aussi avec Emmanuel Kochia, qui, lui, s'intéresse comme vous aux plantes, et dans cette perspective de décentrer l'humain, enfin en tout cas sortir de l'anthropocène. Et votre travail qui subit ou qui peut bénéficier d'une lecture très contemporaine et vous emmener dans ce genre de discussion, par exemple, avec Emmanuel Kochia. Voilà, c'était un commentaire également pour faire suite à cette multiplicité de points de vue et à ce questionnement de l'humain, du rôle de l'humain ou de la place de l'humain dans l'écosystème, tout simplement. On arrête. Il y a des verres là, donc je pense on ira prendre un verre et discuter encore. Merci beaucoup. Merci.